Première fois que Paddy Pimblett est underdog sur son run à l'UFC. Il est aujourd'hui à 5-0 à l'UFC et aux portes du top 15. Il affronte ce week-end le vétéran et très fun King Green. Oula, j'ai pas l'habitude de prononcer son nom. Anciennement connu sous Bobby Green. Contender numéro 15, pile poil des lightweight. Brian, beaucoup disaient, moi y compris, que Paddy Pimblett n'avait pas le niveau top 15 UFC. Est-il sur le point de nous faire mentir? Non. Euh, Écoute, j'ai regardé cette dernière performance et ces dernières performances, c'est compliqué, quoi. Mhm. C'est compliqué, donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas battre via son style très particulier un gars qui est dans le top 15, tu vois. Ouais. Euh, donc, je pense qu'en sélectionnant bien, il est combien là, King Green? Mais il est 15, donc en cas de Il est victoire, 15. je pense que Paddy fait son apparition dans le top 15. Voilà, donc on pourra en discuter un petit peu de la sélection des combats pour Paddy, de ce Ouais. qui a été fait depuis quelques années, hein, depuis ses défaites. Et je pense que le style fait que il y a une possibilité d'entrer dans le top 15 via son style, mais, euh, mais je ne vois pas avoir le niveau pour la suite, pour le moment en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est toujours, hein, chaque fois qu'on fait ce genre de commentaires, c'est par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. S'il y a une Mhm. grosse progression, Ouais. s'il tourne un coin, ben forcément, on reverra notre analyse. Et, On va faire et, l'analyse de ce combat. Vas-y, vas-y. et encore une fois, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il nous fasse mentir, hein. Moi, je le dis Bien sûr. souvent, dans les combats, on aime. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup que les combattants me fassent mentir. Ça veut dire qu'il y a eu une grosse évolution, qu'il y a eu une prise au sérieux, et donc, au contraire, ça me plairait beaucoup. Et c'est inspirant. Moi, je trouve ça Oui, inspirant de voir des gens exactement. qui progressent alors qu'ils sont déjà à 5-0 à l'UFC. C'est pas rien. Tu as l'impression que le gars, il est un peu justement à la phase où on voit le plafond de verre arriver. Et c'est bien justement si on voit que quelqu'un continue de progresser et d'augmenter son niveau par rapport à là où il se situe. Allez, on fait l'analyse de ce combat juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, ben, tant qu'on est sur Paddy Pimblett, on va commencer par lui. Ancien champion featherweight du Cage Warriors. Il a un palmarès de 21-3, 10 victoires par soumission, 5 victoires par KO dans sa carrière. Il est invaincu à l'UFC, on en a déjà parlé. Ses 3 dernières victoires sont face à Jordan Leavitt, face à Gordon sur la décision très controversée. Et puis Tony Ferguson dans sa dernière sortie. Comment est-ce que tu décris notre touffu blond préféré? Touffu. Écoute, moi, je le décris comme un combattant atypique, Ouais. un grappleur et striker atypique, je dirais ça. Euh, Esthétiquement parlant, il ressemble vraiment, franchement, ça ressemble à un débutant qui est en train de boxer. Mais, mais par contre, je pense que c'est un très bon technicien. Et, et pour preuve, si vous allez je pense que c'est sur YouTube, je crois, où il y a quelques vidéos de techniques qu'il explique, et on sent Ouais. qu'il est calé, et c'est des vidéos qui datent, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc je décrirais comme ça. Ouais. Atypique. Ouais, atypique, je pense que ça colle bien à son style, que ce soit un peu comme moi pour l'instant, au-dessus de la tête, mais dans la cage surtout, debout et au sol, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il a quand même un excellent grappling offensif, et que debout, son style atypique a clairement ses défauts, notamment très perméable défensivement en pied-point, mais par contre, pas facile à gérer, ça vient un peu sur tous les angles, il a une allonge. Je suis pas allé vérifier, mais il donne l'impression d'avoir une allonge assez intéressante pour la division. Il y a des genoux sautés qui viennent, hein. Il en balance un contre Tony Ferguson. Son dernier ou avant-dernier combat avant de rentrer à l'UFC, il le gagne très rapidement grâce à un coup de genou sauté. Donc ça peut venir un Vendramini peu aussi, hein. de... Ah, contre... Oui, aussi. Donc Avant- c'était avant- Verdamini, c'est ses débuts à l'UFC.
Ouais, début à l'UFC, avant de le terminer avec un crochet, il lui met un genou sauté. Ouais, ouais. Ouais, donc ils sont explosifs, ils partent sur des moments opportuns, il est assez précis avec, donc il faut faire gaffe debout, parce que je Explosif. pense que quand tu regardes comme ça, tu as l'impression qu'il est facile à dominer debout, mais Ouais. il y a un Explosif, temps. je suis pas sûr. Opportuniste, oui. Ouais, Ouais. assez haut volume de jeu. Ah bah, sur ces derniers combats, je trouve moins, hein. Ouais, Enfin, assez au volume. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que mais en fait, moi je le trouve, je trouve, est-ce que l'étiquette combattant intense colle à son style? Tu vois, c'est quelqu'un qui vient avec une certaine intensité, qui vient pour avoir un combat engagé. J'ai pas souvenir d'avoir un Paddy dans des combats non engagés. Par contre, c'est vrai que contre Gordon, contre Ferguson et peut-être certains combats au Cage Warriors comme contre Namirani, il était un peu plus sur la réserve. ouais, alors généreux peut-être, Ouais, généreux, voilà, très bon mot. Ouais. volumineux. Il peut être assez généreux. Ça lui a coûté cher de temps en temps, je trouve, Contre Sorenbach. notamment. Et puis c'est vrai qu'il a eu des combats qu'il aurait pu gagner beaucoup plus facilement, mais où il s'est un peu ouais, épuisé, quoi. Bah, Sorenbach, il s'était vraiment, vraiment épuisé sur le premier round, effectivement, Pas sur Bah après, là, ça pouvait se comprendre. hein. Ça Ouais. fait un peu penser, tu sais, à, je sais pas, enfin, version TKO, Ouais, ouais. Imavov contre Dolidze. Tu sens le finish, tu vas le chercher, et puis malheureusement, tu l'as pas. Là, Mm. il s'était grillé pendant, c'était quoi, 1 minute 30 sur l'étranglement arrière. Oh, je sais plus, c'était. Mais c'était impressionnant. Sorenbach qui tient dedans, c'était super impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Mais effectivement, après, il avait plus de jus du tout pour les 4 rounds restants. Et ça amène peut-être au dernier point pour décrire Pimblet. Jusqu'à présent, très durable, très résistant, bon menton, Mm. très difficile à finaliser. Ah oui, oui, tout à Il s'est fait. fait finaliser une fois, c'était par Cameron Hells à son 5e combat pro, je pense. Exactement. Cameron Hells, il tape vraiment fort Ouais. et voilà, c'est le gars qui a une carrière à faire des upsets quand il doit perdre des combats, tu vois. Mais il est passé par l'UFC. Hein. Il a 0-2 Ouais. à l'UFC, non? Ben, en fait, il était sur le circuit anglais puis américain et puis tu sais, il a fait une série de plusieurs victoires contre des, No name. ouais, même pas des no-name, tu vois, vraiment des gars qui venaient pour le chèque et ça lui a permis de signer, ouais. Ouais, ouais. On te l'avait proposé à un moment, non? Ouais, je l'avais call out et tout. Ah, tu l'avais même call out, ouais, c'était ça. Ouais, vient un pote, parce que j'avais pas de réponse, donc j'ai dit à un pote qui s'était entraîné, j'ai dit vas-y, envoie-lui un message, dis lui, viens, C'était à l'époque du BCMMA, c'est ça? Non, Ça non, non, remonte. non, non, c'était au Cage Non? Warrior. C'était au Cage Warriors déjà. J'ai- Ah J'avais ouais. euh, j'avais demandé à un pote de lui dire de contacter son manager, d'organiser le combat, mais ça, c'était pas fait. Ah, c'était après qu'on l'ait vu combattre à Birmingham, non? Non, 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 c'est Même plus tard, pas? je sais plus. Ouais, Non, tout ce que j'essayais à côté de la c'est plaque. plus tard, je sais pas si t'étais au courant, enfin, ouais. Mais si, il me semble, parce que ce nom Ouais, ouais. tilt directement, et je pense que c'est parce que, ouais, soit ça avait été prévu, soit ben, effectivement, tu avais fait un call-out, mais on en a fait tellement. Euh, ok, pour Paddy Pimblett, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on parlerait déjà de ce X-Factor sur Paddy Pimblett, son poids, sa gestion de son poids Bah, hors entraînement, etc., etc. ouais, est-ce que ça a un réel impact sur sa performance? Je ne sais pas. Pour suivre son nutritionniste, son diététicien sur Instagram, même s'il en parle peu en ce moment, mais en tout cas, il avait abordé le sujet, notamment sur YouTube, je crois, sur une interview. Euh, il va manger beaucoup en dehors des combats, il va faire surtout beaucoup de rétention d'eau, et donc ça paraît assez impressionnant. Et il mange n'importe quoi. Et à partir d'un certain moment, bah, quand il commence son camp, il descend sur des grosses diètes, parce que je crois qu'il est à 1800 calories de ce que disait son nutritionniste, ce Ouais. qui est, euh, ce qui est beaucoup, quoi. 1800, on est quasi sur un déficit de ouais, 1200 calories peut-être de ce dont il a besoin. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. Mais il les tient, et là-dessus, il est très, très rigoureux. Et donc voilà, donc son nutritionniste disait que ça fonctionnait comme ça et qu'il préférait continuer. Alors des fois c'est un peu la question, hein, sur les diètes donc de régime. Le monde du bodybuilding a un peu éduqué de différentes manières le monde du MMA. Il y a eu quand même des échanges, tu vois, d'informations. Et dans le monde du bodybuilding, on va faire des sèches, on va appeler ça des sèches, hein, pour vraiment perdre le gras, plutôt longues, qu'il faut tenir.
et où tu diminues de peu de calories. Donc des fois, c'est des Mm. déficits de 200, 300, 400, 500 calories, ce qui est très très peu par jour, hein. Et donc c'est extrêmement difficile à tenir parce que c'est fatigant, mais l'objectif dans cette théorie, c'est de garder un maximum de muscles, tu vois, Ok. et de ne brûler que du gras. Euh, Moi, j'ai déjà fait, hein, des sèches comme ça sur 1 ou 2 mois. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est fatigant mentalement. Tu as faim tout le Wow. temps. Enfin, vraiment, c'est extrêmement dur. Mais par contre, bah, la sèche, tu arrives très très bas en termes de masse graisseuse. Mm. Et puis, bah, tu as une autre stratégie, notamment défendue par son nutritionniste, c'est de faire des sèches beaucoup plus courtes, Mhm. beaucoup plus agressives, mais où tu vas donner moins d'informations négatives à ton cerveau. Tu vois? Ouais, ne pas le mettre en mode survie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un petit peu ça, parce que je vous avoue qu'au bout de quelques semaines de sèche, le cerveau, on peut avoir des grosses fringales, des problèmes de sommeil, plein de choses comme ça, tu vois. Ouais, donc ça impacte clairement enfin, ta performance dans ta préparation, qui est Ah du coup ouais, plus du tout optimale. Et ouais. je crois qu'on en avait déjà une fois parlé, mais peut-être pas dans un podcast, mais quand tu dois être super discipliné, tu dois être capable de gérer la frustration. Et quand tu fais quelque chose, une sèche comme ça sur 2 mois, et comme tu dis, fringale, fatigue, mauvaise humeur, Mm. etc., est-ce qu'il n'y a pas un gros risque à un moment de complètement craquer et de te faire une journée cheat de ouf qui te fait complètement décaler ton programme? Ah Alors que si, sur si, du bah court et intense, tu cumules moins une frustration, quoi. ah si, ça arrive, hein. Mais Ouais. je pense que effectivement, sur du court et intense, eh bien, ça a un peu mieux fonctionné. Ouais. Alors, c'est toujours pareil, hein, sur les deux cas, sur en termes de santé, c'est peut-être pas ce qui est conseillé. Mais Bah, voilà, bon, clairement, là moi, actuellement, hein? j'allais dire clairement, moi, si tu me proposes d'être pendant un mois en déficit calorique, même de 300 par jour, ce qui est peu, mais c'est long, ou faire un jeûne prolongé de 5 jours, mon choix, il est vite fait, hein. Je fais un jeûne prolongé de 5 jours sans hésiter, quoi. Ouais. Pour faire Et une puis après, comparaison mm, mm. que enfin, à laquelle les gens pourraient mieux se caler que les Et trucs de puis après, bah, bodybuilder, bien ouais. évidemment, plus tu te diminues dans tes réserves de gras, plus ça devient compliqué. Donc sur les premières semaines, vu comment il est fat et plein de sucre dans les muscles, dans le sang, je pense que là c'est plus facile. Et c'est les dernières semaines qui sont plus compliquées, tu vois. Ouais. Sur les bodybuilders, ils partent déjà de très peu de masse graisseuse, tu vois. D'où le fait de très rapidement donner des comment on appelle ça, des indications négatives au cerveau et qui commence à paniquer, quoi. Mm, mm. Ouais, et puis je pense que ça impacte le reste de ta vie. Bon, évidemment, quand tu as un combat Voilà. UFC à préparer, c'est 100% de ta Ouais. concentration qui va là-dedans, mais ouais, ça doit être rude. Donc c'est pour ça que sur son combat, moi je pense pas que ce soit un indicateur à avoir en tête, Mhm. pour les raisons que je viens d'évoquer. Je pense qu'il est relativement bien suivi. Il n'a pas montré que ça lui posait de problème. Son cardio n'a jamais été à 100% au point, hein, donc qu'il était au Cage Warriors, il ne faisait, j'ai pas l'impression qu'il faisait trop d'abus non plus. Non. Par contre, effectivement, quand il était au Cage Warriors, le lendemain des pesées, la manière dont il mangeait, c'était vraiment, vraiment questionnant, extrêmement gras. Et donc, Mais même pas le lendemain. Tu te rappelles oh, quand il nous a grillé la priorité dans la file pendant le Covid, ce qu'il a pris. Donc, il y avait la pesée à oh 10 là heures du là, matin au ouais, Cage Warriors. Mais je crois que j'étais avec Donovan. Mais tu étais avec nous dans la file. Et ouais, bon, il passe devant nous et il prend 2 croissants et un jus d'orange. C'est le ouais, premier truc qu'il a mis dans son corps après la pesée. ouais. Pas d'eau, pas... Non. Et puis on lui a posé la question, il rigolait, il fait ouais, mon corps est habitué, une connerie comme ça. Je dis mais c'est pas possible. Un gros verre de jus d'orange et 2 croissants, quoi. Ouais, son corps, il est habitué jusqu'à ce que son corps il dise non, hein. Mais Mais bon, ouais, c'est un c'était autre débat. n'importe quoi. En tout cas, je pense que là, actuellement, avec le nutritionniste qui est là, je pense pas qu'il fasse ça. Donc, je pense Ouais, qu'il est bien suivi. ouais, j'espère qu'il y a une prise au sérieux un peu plus sérieuse. Mm, mm, mm. Bien joué, Chris. Sa précision est très précise. Passons à Bobby Green. Donc anciennement, non, Bobby Green. Passons à King Green, un vrai vétéran. Il a un combat de plus à l'UFC que Paddy n'a de combats dans sa carrière. Et Paddy a quand même 24 combats professionnels, donc Mm. c'est très expérimenté. 32 victoires, 15 défaites, une égalité, un no contest dans sa carrière. 11 victoires par KO, 9 par soumission, qu'on tend à oublier, j'ai l'impression. Comment est-ce que tu décris son style qui, lui aussi, est assez atypique?
Ouais, atypique, je le décrirais pas comme atypique, je dirais que c'est plutôt un, un boxeur MMA, tu vois. Il a vraiment plutôt opté pour l'option de la boxe anglaise adaptée au MMA et une boxe anglaise avec une garde basse, tu vois. Ouais, très basse. Très basse. Alors trop basse peut-être pas, parce qu'il reste quand Non, même relativement performant, mais très basse. Et c'est un combattant qui met un peu de lumière sur ce type de garde qui est le Philly Shell, tu vois, ou vraiment la low guard avec les mains très très basses. Il a pu mettre un peu la lumière sur tout ce qui va être shoulder roll en MMA, ce qui est relativement rare. On l'a vu même, tu vois, genre presque donner son dos en défense, quoi, sur des frappes. C'est ouais. vraiment des choses qu'on voit qu'en boxe anglaise habituellement. Mhm. Ce qu'on a vu notamment bah, tu sais, avec Ryan Garcia sur son dernier combat. Oui, Mm, mm, mm. Enfin voilà, donc moi je le vois comme ça. Alors il a une très très bonne défense de lutte ouais. et qui est liée notamment avec son passif de lutte folk style, donc il a fait de la lutte universitaire. Mhm. Et voilà comment je le décrirais. Ouais, il bosse des deux gardes. Toujours important, c'est qu'on l'a pas Oui, dit, Paddy Pimblett droitier. ça j'ai. Euh, Pardon? Ouais, j'avais mis ça dans les positifs après. Ouais. Ouais, c'est ça, il bosse des deux gardes et puis il y a ce truc il envoie son bras arrière un peu comme un jab. Son 1-2, son 2-1, ça ressemble à la même chose, t'as Mm. l'impression. En tout cas pour l'adversaire. Il surengage pas ses frappes. C'est beaucoup au volume que ça travaille. Je pense qu'il frappe quand même assez dur s'il le souhaite. On l'a vu contre Grant Dawson quand il nous avait tous surpris. C'est un diesel. Il commence pas spécialement fort, il grandit avec le combat. Deuxième, troisième round, généralement meilleur que son premier. Capable quand même d'être dangereux dans le premier, mais capable, enfin, il s'est souvent fait éteindre aussi dans le premier round. Donc, ça, c'est un élément très important ici dans ce combat face à un Paddy Pimblett qui a plutôt tendance à commencer très fort. Et puis, tu l'as dit, hein, bonne lutte. Moi, j'avais écrit lutte et grappling sous-estimé. On a tendance à le voir comme un striker, mais je pense que son grappling est très bon, sa lutte est très bonne, offensivement comme défensivement. Les sprawls sont très réactifs. Et le fait qu'il ait les mains basses, bah, il est directement sur la ligne de hook pour bien défendre. Mm, Je mm, crois que son clinch n'est pas extraordinaire, peut-être. J'ai pas pour souvenir d'avoir vu des gros moments au clinch pour Bobby Green. mm. Et l'autre, Avec les genoux. Euh, ah ouais, c'est vrai. il y a, je sais plus contre qui, mais à un moment donné, il prend le clinch, le double collar tie, comme ça, il met une grosse série de genoux au corps. Et c'était pas mal. Mais je ne me rappelle plus contre quel adversaire. Ouais, mais voilà, moi je me rappelle même plus de la séquence. Euh, et alors, un défaut qu'il avait, peut-être un peu moins maintenant, mais il était souvent du mauvais côté d'une split. Ouais, c'est vrai. Pendant toute une période de sa carrière, il a toujours été, enfin pas toujours, mais il a souvent été dans des splits et très généralement du mauvais côté de la split. Donc il donnait pas l'impression d'avoir cette compréhension de comment gagner un round. Il est plus dans la cage en flow state pour s'amuser entre guillemets. Tu sens que voilà, il est pas spécialement stratège, qu'il est là pour taper son adversaire et essayer de taper plus. Et alors juste pour capitaliser, pour complémenter l'information de sa défense, tu vois. Souvent la boxe avec les mains basses, elle est critiquée. Lui, il a 62% de striking defense, Mm, mm, mm. ce qui est plutôt pas mal, hein. Ouais, ouais, Plutôt ouais. pas mal du tout. Et si ça passe, eh bien, il a quand même un bon menton aussi, on peut le souligner. Enfin, Ouais, il a montré. Après, sauf c'est contre fait, Turner. c'est fait éteindre dernièrement et Oh, on va voir pour la quel suite. mauvais arrêt de l'arbitre. Mm, Waouh, mm, mm. c'était Écoute, violent. je te rejoins. Et moi, j'avais aussi noté hein, sur les côtés négatifs, c'était sur son intelligence de combat, Ouais. sur sa capacité à prendre des rounds et sur parfois, comment je pourrais dire ça? Le fait mais, il va sélectionner des chemins où le bénéfice est moins important que le risque, tu vois. Ouais. Voilà. Mm, mm. Donc Ouais, je te rejoins là-dessus, hein, sur sa compréhension. C'est un gars euh, voilà, c'est un mec qui vient de loin aussi, tu vois, qui a une histoire personnelle assez compliquée, je pense. Et puis clairement, il rappelle aussi bah, que le MMA c'est un sport clairement, mais c'est aussi un combat, tu vois. ouais. Et donc il vient aussi pour se battre et au-delà de la recherche de victoire par décision. Donc ça reste un gars d'un côté, alors généreux pour le public, mais en tout cas il est là Pour se pour, battre, ça c'est clair. se Ouais. battre.
Moi, personnellement, j'aime bien, hein, de plus en plus. T'as l'impression qu'il a vraiment ce que j'appelle un mur de distance. Donc, il a une certaine distance où il casse assez bien la distance. Je trouve il rentre assez bien dans son range en boxe. Il va mettre sa petite combinaison, il va sortir. Et quand quelqu'un rentre dans son range, il y a une combinaison qui arrive et il a une très bonne compréhension de à quel moment faire partir ses points. Il y a un tempo différent sur ses points. De temps en temps, le 1-2, le temps entre son 1 et son 2 sera très très faible. De temps en temps, sera un peu rallongé. Donc, je pense que défensivement, c'est assez compliqué de comprendre le tempo sur lequel il va attaquer. Ouais, Et je ça pense fait bien. partie des qualités d'un bon boxeur. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que, bon, voilà, pour vous prouver à quel point il faut respecter sa boxe, on pense à son combat qu'il a fait contre Islam Makhachev, et Islam n'a pas cherché à échanger de bout. Il a eu une opportunité de mettre au sol, il l'a utilisé, et presque, j'ai presque envie de dire qu'il était presque un peu pressé de mettre au sol, tu vois, Islam. Il Ouais. saisit une jambe, il cherche à faucher la jambe, ça échoue, il plonge directement dedans alors qu'il n'est pas très bien axé, il se replace. Bon, on va pas questionner, il finit par le mettre au sol, hein, parce que c'est Islam Makhachev quand même, et puis par l'emporter. Mais il s'est pas dit, bon, je me teste debout avec lui, on va voir un petit peu comment il gère. Non, non, il est arrivé. On connaît que la team se prépare très très bien. Il n'y a pas eu de discussion. On teste un petit peu, voir si on peut échanger avec lui. Non, ça a été mis au sol. Et pour moi, c'est une marque de respect de son niveau debout. Ouais. Je suis assez d'accord. Sur les points négatifs, je vais rajouter un petit truc Ouais. sur la lutte et sur sa défense de lutte qui est très très bonne. On a vu quand même certains pouvoir le mettre au sol et je pense qu'il y a une sorte de pattern sur pourquoi il paraît si difficile à mettre au sol et pour autant il y a quelques techniques qui fonctionnent relativement bien, tu vois. Hmm. Donc, il a une grosse défense de lutte, hein, et il l'a montré. Je pense que celui qui a tenté le plus de mise au sol sur lui, je crois que c'était, tu sais, l'américain, là, le Caveman, là. Attends, Ouais, parce qu'il a combattu tellement tout le monde que ouais, j'ai vite allé sur UFC Stats et je vais regarder un peu. non, mais c'est pas que j'ai les stats, mais j'ai le nom Clay Guida. Je pense qu'il a Ah tenté ouais. une douzaine Ouais, de ouais. mises au sol. Il en a réussi deux, et les autres, il les a échoués. Et les deux qu'il a réussi, c'est sur la single leg IC, high crush, tu vois. Ouais. Donc quand tu saisis au niveau de l'aine de la jambe. Par contre, tous les takedowns, les double legs étaient beaucoup plus compliqués. Et je pense qu'une des raisons, c'est que je pense qu'il est un peu tendu musculairement, un peu stiff, tu vois. Mhm. On le voit quand il grapple avec Islam Makhachev, il manque un peu de souplesse dans les jambes. Il est vraiment Raid. tendu. Ouais, Ouais. raide. Ouais. Et cette raideur, ben, quand tu attaques les deux jambes qui sont raides, c'est compliqué à manipuler. Mhm. Parce que c'est comme deux troncs qui sont écartés et que tu dois soulever. Par contre, une seule jambe qui est raide, quand tu la prends sur une L'autre high, suit, forcément. high single leg, c'est facile à soulever, tu vois. Ouais. Et Clay Guida, bah, il a échoué plein de fois quand il rentrait en double leg, et les takedowns qu'il obtient, c'est que sur des single leg IC. Ouais. Donc voilà, donc ça pour moi c'est un point positif et négatif, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, c'est s'il se ça. fait Il y a attaquer un côté positif à être raid sur certaines défenses, mais sur d'autres, c'est plus une galère, quoi. sur d'autres, bah, la preuve, il se fait mettre plusieurs fois au sol sur cette manière-là. Voilà, Ouais, voilà. d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais Bobby Green a aussi intégré un peu ses kicks dans son jeu, beaucoup de front Ouais, kicks qui rentrent. Et c'est vrai que, maintenant que tu le dis, quand il envoie ses middle kicks, tu sens quand même qu'il a besoin de faire un mouvement balancier avec son corps, ce qui est généralement le cas chez les personnes plus raides. exactement. Ça, je l'avais noté, bah, que c'est un boxeur, mais il utilise quelques kicks, surtout au corps, surtout les Ouais. types. Et effectivement, quand il lance des middle, c'est pas forcément la meilleure idée. C'est comme ça, notamment, que Islam Makhachev est rentré pour le mettre au sol, tu vois. Ah ben voilà, face à des grappleurs, c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que contre Ferguson et contre Jim Miller, ça a fait partie des raisons de sa victoire. Ouais, sûrement. Sûrement. Même si je pense que les deux ont fait un très mauvais choix en ne cherchant pas à le mettre au sol, notamment Jim Miller. On avait fait Surtout tout Jim là. Miller, ouais, parce que Tony Ferguson, il cherche à l'amener au sol, c'est juste qu'il part sur l'Imarani roll dans sa Ah première oui, tentative, et puis il se retrouve en dessous et il se fait tabasser en dessous. à un moment donné, ça c'est pas chercher à mettre au sol, c'est chercher à se mettre au sol, tu vois. Bien vu. Nuance très Mais, importante. mais Jim Miller, pour moi, la stratégie, elle devait Ouais. être sur une tentative de prise de dos. C'est là où il est excellent, et je pense qu'il a voulu prouver, et c'était un mauvais choix, tu vois.
Ouais, très mauvais choix. Moi, je l'avais dit en live, donc je suis assez d'accord avec ça. Mm. Sur la partie stratégique, pour Paddy Pimblett, qu'est-ce qu'on recommande? Moi, ma première question, c'est plus comment aborder le premier round, parce que euh, on sait que Bobby Green a déjà été vachement mis en difficulté sur des premiers rounds, mais si ça paye pas et que tu te fatigues et que Bobby Green est pas spécialement fatigué, après ça va devenir une soirée difficile. Donc, est-ce qu'on a une approche plus mesurée nécessaire du côté de Paddy Pimblett ou une approche un peu plus risquée peut-être à chercher à mettre en difficulté dès le premier? Hmm, hmm, hmm. Euh, alors, sur Paddy Pimblett, donc, tu sais, on parlait un petit peu d'être mesuré ou pas mesuré. Paddy Pimblett, une des réalités, quand il réussit à mettre des KO dans les premiers rounds et tout, c'est sur des combattants qui vont un peu être engagés, tu vois, Ouais. physiquement parlant et corporellement parlant, avec la tête un peu en avant. Euh, Bobby Green, il a sa garde basse, mais il a beaucoup de retrait de buste. Donc Mhm. il recule énormément, énormément la tête, et donc ce sera difficile de pouvoir le toucher avec des coups de genoux sautés ou avec des larges crochets bien bien larges. Donc moi j'aurais tendance à privilégier pour Paddy Pimblett une approche plutôt mesurée sur le premier round, de partir plutôt sur l'utilisation de son allonge, parce qu'il aura l'allonge quand même sur ce combat-là, même si King Green a une bonne allonge comparée à sa taille, mais c'est lui qui aura 5 centimètres, je pense. Attends, parce que là, je suis sur UFC Stats. Ouais, il y a 2 inches d'avantage pour. Ils font la même Ouais. taille, 5, 5, Hmm, 10, mais il non, y a non, 2 non, non, inches non, non. selon UFC Stats. Hein. Ah Euh, ouais. selon UFC Non, Stats, c'est ouais, la mais même non, mais taille. Paddy Pimblett, jamais il fait un 78, il est plus grand que ça. Attends, j'allais regarder sur Tapology si tu veux. Ouais, je suis sur Tapology, c'est écrit, Ah, ok, ok. il est plus grand que ça, non? Mais en fait, est-ce que notre vision est pas altérée par le fait que c'est un ancien featherweight et qu'en featherweight, il était vraiment grand pour la division. Maintenant qu'il est chez les lightweights, Oui, c'est mais un peu plus dans on la l'a moyenne. croisé quand même. Alors toi, bon bah avec toi ça change pas grand-chose, tu vois. Ouais. Tu passes Un mètre un 82, 83. 1m78, je fais pas la différence, non. Mais moi t'inquiète que je le ressens. Écoute, j'en sais rien. Je le voyais plus grand que ça. Je le voyais plus grand que ça. Mais bon, dans tous les cas, il aura la longe. Donc pour Ouais. moi, il doit être plus mesuré, travailler derrière ce jab, travailler avec le jab peut-être au corps, tu vois. Mhm. Chercher à mettre de la pression. Je pense que c'est une pression mesurée. Ouais. Je te vois un petit peu. Mais je le vois pas travailler en reculant. Non, non, mais Paddy. justement, ma réaction, c'est, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va être très compliqué pour Paddy de travailler en pression Ah sur bah, Green. Bobby, il peut accepter hein, de se faire mettre sous pression. On l'a déjà vu. Hein. Ouais. C'est S'il est pas. un peu stratège, je pense que sa stratégie à lui, ce sera aussi de mettre Paddy sur le reculoir. Ouais, mais c'est un boxeur qui aime bien faire des retraits de bus, qui aime bien Ouais, aller ouais. chercher les check hooks. Donc il peut très bien se placer sur son pied arrière et vouloir boxer en reculant. Beaucoup de feintes alors? Pour faire reculer Pour Bobby moi, ça Green? serait vraiment Ouais. garder la distance, les feintes, travailler au corps, être gênant en fait. Ne pas Ouais. le laisser s'installer dans sa boxe. On a vu Paddy Pimblett, alors, sur quel combat, je me rappelle plus, mais il a un high kick de la jambe avant qui est très rapide, je trouve. Ouais. Très très rapide. Et c'est peut-être contre Jared Gordon, non, ou Jordan Levitt, ouais, je pense que c'est contre Jordan Levitt où il met un high kick ça va super vite, mais tous ces petits kicks-là peuvent être très gênants pour quelqu'un qui veut qui boxe avec du filichel et tout. Ouais. Et pareil, filichel, comme vous êtes, donc filichel, c'est une main qui va défendre la tête, et puis une main qui va défendre le corps, et qui permet, ça tombe bien, tu vois, ça fait le champ de vision que vous avez en MMA, qui permet d'avoir le jab hors de, hors de vision. Pouf. Et quand ça remonte, il y a un petit temps de retard. Mais face à quelqu'un qui fait du filichel, souvent, comme il y a beaucoup de retrait de bus, on frappe dans cette partie du corps, tu vois. Même si c'est Ouais. dans le bras, même si c'est des kicks, c'est extrêmement gênant. Et puis sur les low kicks aussi, tu vois. Mais tu t'engages pas sur. Si vous devez boxer face à quelqu'un qui utilise ça, faut pas trop s'engager. Il Non. faut plutôt frapper dans le corps. Même sur un 1-2, quand il va faire son retrait de bus, il faut mieux aller frapper le 2 dans le corps ici. Même si c'est
dans le bras et tout, c'est pas grave, parce que au fur et à mesure, c'est gênant, et l'adversaire va commencer à remettre sa position un petit peu plus en avant, et après, vous pourrez viser un peu plus la tête, tu vois. Donc moi, ça serait plutôt ça la stratégie, et je pense quand même qu'il est supérieur en grappling. Je pense qu'il a la possibilité de trouver une opportunité de finaliser. Et ouais, donc, moi j'avais noté all the way out ou all the way in. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu dis Ouais. utiliser beaucoup de kicks, donc travailler au kicking range, éviter le boxing range parce que là je donne un large avantage Oui. à King Green. Et sur les amener au sol, je sais pas. Je sais que tu parles souvent de ça, et pour ce combat-ci particulièrement, j'aime bien, c'est pas spécialement chercher l'amener au sol, mais chercher la dynamique de grappling debout. Je pense que Paddy Pimblett est typiquement le genre de combattant qui peut aller chercher un dos sans une mise au sol. Ouais, ouais, ouais. Alors la principale difficulté avec Green, c'est qu'il refuse absolument le clinch, hein. Il refuse le Ouais, sol, il voit ça vraiment comme l'endroit où il faut pas y être. Pour autant, sur des gars qui sont un peu stiff, ce qui fonctionne relativement bien, c'est de pouvoir attaquer tout droit, tu vois. Donc on va avoir deux jambes qui se plantent, et après ce qu'on appelle cut de corner, de couper le coin, faire le tour. Donc ouais, si shoot droit, il faut qu'au moment de l'impact, au moment où il va se tomber sur ces deux bâtons, qu'il soit capable de pouvoir tourner pour attaquer un dos, pour reprendre un meilleur angle, pour mettre au sol. Et puis bon, on en a parlé, c'est s'il met à la cage et d'aller chercher le high crotch. IC, et il l'a déjà utilisé sur je ne sais plus quel combat, mais j'ai déjà vu utiliser des IC, pas les plus beaux qui soient, pas les mieux placés, mais s'il l'incorpore dans sa stratégie, je le vois mettre au sol comme ça aussi. Ouais, au final, comme on le dit tout le temps, hein, le côté esthétique, c'est secondaire. Si tu fais quelque chose de moche qui fonctionne, Euh, bah, tant mieux. Ouais, bah, là, si tu veux, quand je dis, non, c'était peut-être pas esthétique, c'était à la limite. Euh, En fait, sur un SI, il faut vraiment être assez haut, sinon, donc faut saisir en haut de la jambe. Ouais. Si tu es à moitié de la cuisse, tu as un risque que le gars Que ça se plisse la plie, ouais, jambe et que ouais. tu te retrouves au genou et que tu l'obtiennes pas. Et là, Ouais, c'est ça, forcément, il faut limite que le poignet ou la fin de l'avant-bras touche la coquille. voilà, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une façon de Non, c'est pas décrire. limite, voilà, Il tu faut que ça prenne la t'installes coquille. Ouais. au chaud à côté de la coquille. Exactement. Mais ce Daniel que je veux dire, Cormier, il en a placé sur Derrick Lewis parce que Daniel, bon, pour ceux qui savent pas, Daniel Cormier, c'est évidemment le spécialiste du high crotch. Alors moi, ouais, c'est le premier nom qui me vient en tête quand on c'est- parle de high crotch ouais, c'est le et spécialiste de la single leg même, je dirais. même de la single leg. Ouais. Ouais, Et ouais. Derrick Lewis, his balls are hot. Donc je sais pas si il touchait les. Peut-être qu'il est parti. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, quand je disais pas, c'est pas que c'est esthétique, c'est que quand il l'a placé, je trouvais qu'il était à la limite de la perne parce que, tu vois, il s'est situé où faut pas se situer sur une single leg, c'est à la moitié de la cuisse. Ouais. Soit tu es au niveau du genou, et donc tu vas travailler après, donc sur la jambe, t'as les trois, on va dire les trois hauteurs, t'as le IC, donc la single leg quasi au niveau du genou qui est peut-être la moins intéressante parce que tu vas avoir souvent la défense de ce qu'on appelle shin wither, ou soit Mhm. tu vas aller sur la Close single. non, high single leg, tu vas soulever tu vas être au niveau de la cheville, tu vois. Ouais. Ah Donc, oui, oui, mais enfin, quand ouais, tu es ok. debout, tu vois, quand tu as saisi la Ouais. single leg, quand tu l'as, soit tu vas au niveau de la jambe, au niveau du genou, ou alors tu vas soulever sa jambe pour avoir que la cheville. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ah ouais. Et la low single, c'est au démarrage quand tu es au. Ouais, ça c'est la gamme hot, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Donc, faut vraiment qu'il ait ça dans son arsenal pour moi. Il faut vraiment qu'il ait ça. Comme tu dis, soit être capable de pouvoir prendre le dos, il shoot et réussit à tourner l'angle pour prendre le dos. Soit il va à la cage et donc s'il veut l'obtenir, c'est avec le IC single leg. Je pense qu'il aura plutôt une réaction où King Green va se retourner pour essayer de se relever le plus rapidement possible. Et ça, il doit l'exploiter aussi, tu vois. Ouais. Et du côté de Bobby Green, moi j'avais noté justement anti-clinch, anti-grap, qui fait partie de son Ouais. jeu. Je pense que là où il a le plus de chance, c'est en imposant un boxing range. Et pour imposer ce boxing range, toujours plus facile quand c'est toi qui mène la cadence, qui te déplace vers l'avant, que quand c'est l'autre qui te met sous pression, parce que sinon tu dois un peu l'absorber. Et pour peu que Paddy Pimblett vienne très bien préparé, bah, tu essaies de l'absorber, mais lui il reste à son kicking range et il va jamais rentrer dans tes points. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que ces deux-là? Pour moi, c'est les deux principaux de ce combat Ouais. pour Ben, King Green. Et comme il vient rarement avec des vraies stratégies aux petits oignons, je suis pas spécialement allé beaucoup plus loin voilà, écoute, dans cette analyse.
Je te rejoins. Moi, j'ai marqué 2 éléments. Imposer le rythme, mettre du volume et la Ouais, pression. Donc ça, c'était le premier élément. Et deuxième élément, rester debout. Donc ça rejoint anti-lutte, anti-clinch, ouais, anti-grappling. Il doit rester debout. D'ailleurs, il y a régulièrement, contre Paddy Pimblett, des gars qui sont allés à la cage avec lui, tu vois, qui l'ont poussé à la cage, qui l'ont lutté. Et si on reparle sur sa némésis, c'est comme ça qu'on appelle ça? ouais. Quand il était au Cage Warriors, moi je me rappelle un de ses combats contre Narimani, il était vraiment contre une sorte de lutteur grappleur, tu vois. Un Ouais. gars qui défendait, Très qui restait physique. au-dessus. Ouais, très physique, qui restait au-dessus de lui. Mais là, ce sera pas le cas, ce sera pas du tout le même adversaire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est relativement bien choisi. C'est un top 15 qui reste accessible, Ouais. même s'il est underdog, qui a montré qu'il venait pas forcément avec des bons game plans. Et si Paddy Pimblett fait bien le taf, même s'il est underdog, il y a possibilité pour la victoire. Clairement. Et je pense, parce que comme tu le dis, tu vois, comme on le dit en fait, hein, il vient pas spécialement avec des game plans green, mais je crois que son expérience va lui permettre de voir les ouvertures aussi, et notamment le check hook. Hmm. Paddy se fait fort connecter sur les crochets gauche et Green en a un très bon. Donc je pense que à ça il faudra faire très très gaffe, surtout du côté de Paddy Pimblett, il a vraiment pas intérêt à surengager sa boxe. Mais vraiment, c'est abusé quoi, le nombre de fois où il combine, et t'as l'impression que lui-même monte son menton comme ça. Mais vraiment, c'est C'est choquant. hallucinant, c'est hallucinant. Mais contre Tony Ferguson, je trouvais quand même il a été, comment dire ça, prudent, beaucoup plus prudent. Ouais, mais tu vois quand même que le naturel revient au galop dans certains moments. Il y a Ouais, certains moments, et c'est justement contre Ferguson où j'ai vraiment été choqué. Sur un moment, il attaque vraiment, et plus sa combinaison est longue, plus son menton va se lever, comme s'il le donnait, quoi. Je crois qu'il faudrait revoir cette séquence au ralenti. C'est vraiment marrant parce que ah non, il y a des trucs, c'est choquant. Par contre, j'ai revu le combat de Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Euh, j'ai regardé les MMA Decisions aussi, tu vois. ouais. Et franchement, je pense que, tu vois, les gens disent, ouais, les juges, ils sont je ne sais quoi. Je pense que que c'est plutôt Paddy Pimblett, en fait, qui crée, qui fait que les gens sont pas objectifs avec lui. Parce que pour moi, il a le 2, il a le 3, hein. Il faut que j'aille le revoir. Franchement, regardez le combat, regardez sur les règles impact et celui qui cherche à frapper et à soumettre. Le 2, la plupart des internautes restent quand même à dire que le 2 est pour lui. Le 3, son adversaire, il fait que du contrôle et c'est lui, même s'il est dos à la cage, qui frappe, qui met des genoux à la tête. Et je l'ai regardé, parce que bon, je vous avoue que c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse, ce genre de combat, mais en me disant pourquoi les juges ont vu ça, j'ai envie d'essayer et non, je pense pas que c'est Controversé aussi. que ça. Tu C'était dis? une split ou c'était une unanime? Je me rappelle plus maintenant. Je crois que c'était Attends, non, c'était unanime, hein. c'est unanime? C'était unanime, sauf pour les Ah, fans. unanime. Les fans, ils sont c'était abusé. Ils étaient à 90% voir Gordon l'emporter, tu vois. 90%. Les médias, je sais pas moi, sur 20, ils sont 19 à voir Gordon l'emporter. Ah, quand même, ok. Ah non, c'est complètement abusé, c'est complètement abusé. Donc clairement, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, ouais, mais moi je pense que c'est plutôt Paddy Pimblett qui crée. Enfin voilà, t'as pas envie de le voir gagner, tu regardes autre chose, mais si tu regardes, comme si tu connaissais pas les deux gars, avec les règles actuelles, tu peux pas donner le troisième round à Gordon, clairement. C'est Sur le nombre de frappes qui ont été mises, à un moment il prend le dos, qui est repris directement par la suite par Paddy. Paddy mais reste plus longtemps dans le dos. Effectivement il recule, mais c'est lui qui frappe dos à la cage, avec des coudes, avec des genoux, qui tente des soumissions. Il est toujours à la recherche d'un finish, alors que Gordon, il est juste en train de contrôler, tu vois. ouais, il faudrait que Mais j'aille le revoir pour ouais, l'histoire. Ouais. ouais. Dites-moi, hein, ceux mais regardez-le avant de mettre un commentaire sur ce combat-là. Regardez-le avant. Le 2 et 3. J'ai pas regardé le 1. Je laisse le bénéfice du doute sur Gordon. Mais rien que sur le 2 et 3,
Et le 2, sur le round 2, c'est Paddy qui frappe le plus fort, tu vois. Qui a le nombre de frappes les plus significatifs. Mais Ouais. de l'extérieur, comme ça, si tu coupes le son, je sais que tu faisais ça un temps, moi je trouve que c'est pas une bonne idée parce que t'as pas l'impact des frappes. Ouais, mais Ah, t'as les c'est lui qui- commentaires. Oui, Ça, je c'est vois ce les qui manque commentaires. clairement sur la Ouais, plateforme UFC Fight Pass, c'est la capacité de sélectionner moi, les micros que tu je veux. suis pas du tout influencé par les commentaires. Ouais. C'est parce que tu parles Je... pas anglais? Oh yes, I speak English. Non, non, non. En gros, pour moi, c'est des gars qui, ben, j'écoute, mais pour moi, ils disent tellement des conneries souvent que ça me passe au-dessus de la tête, tu vois. Ah, ouais. C'est plutôt ça le truc, c'est que je suis pas en train, quand j'entends Daniel Cormier qui dit, wow, il a fait alors là, tu vois, j'écoute pas, quoi. Ouais, Cormier, c'est le pire, hein. J'aime beaucoup ce gars en tant que personne, Ouais, mais aux commentaires, il est bah, généralement pas bien préparé. oh Il là sait là, pas du tout comment scorer un combat. non. Et il donne une mauvaise communication par rapport à ça. Ah ouais, non, donc lui, je l'écoute pas. Dominique Rousse, pareil, je l'écoute pas. Ouais. Ce qu'il dit, j'ai l'impression d'écouter des gars de comptoir, tu vois, donc c'est Dan Hardy vraiment... nous manque hein, à l'UFC. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, après, c'est des points de vue, donc je les écoute pas. Moi, je regarde juste ce que je vois. Et regardez-le à nouveau, vous verrez. Enfin, voilà. Allez, l'heure de se mouiller. 40 minutes 12. Paddy, comme je le disais, léger underdog, hein, très très léger. Il est à 2 tourons sur unibet.fr qu'on remercie au passage. King Green est à 1,73, 1,73. On est discrètement, très discrètement en dessous du 55-45. T'en penses quoi? Bah, j'en pense que... ouais, je peux comprendre Je peux comprendre, hein. C'est étonnant parce qu'habituellement, on met le plus jeune favori, tu vois. Mais hier, j'ai vu un tweet d'un des parieurs que je suis. Apparemment, la ligne a flippé, ce qui signifie que Pimblet était favori au début. D'ailleurs, en fait, je pourrais regarder. C'est quel site encore qui montre l'évolution des lignes? Je sais plus. Mince. Je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver. Mais toi, tu mettrais, si tu devais établir les cotes au début, tu mettrais quoi? Oh, je serais bien embêté, hein. Je t'avoue que je serais bien embêté. Je pense que, ouais, au début, les cotes, elles devaient être sur Paddy Pimblett parce que il est sur pas mal de victoires, il est plus jeune, il y a tous ces éléments-là. Et puis, c'est clair que si tu regardes les derniers combats de Paddy Pimblett, bah, tu te dis non, non, il va pas passer, tu vois. Ouais. Donc, Ah, alors là, je regardais, mais en fait, ça s'est resserré. Mais Green était plus favori à l'ouverture des cotes que maintenant. À mon avis, encore une fois, Star Power, les bookmakers savaient qu'il allait y avoir plus d'argent qui rentrait sur Paddy hmm. pour son Star Power par rapport à Green, qui est quand même fort apprécié. Et Ah du coup, bah ouais, hein. ça s'est rapproché. Mais moi, je me positionne plus quand même sur les cotes d'ouverture. Moi, je trouve que c'est plus un 60-40 pour Bobby Green. King Green. Ah. C'est le genre de combat quand même où il y a des ouvertures pour Paddy Pimblett. Ouais. Il y a un large boulevard pour moi pour Green, mais ce large boulevard, il est uniquement si il fait ce qu'on attend de lui, tu vois. Ouais, Et, c'est ça et- toute la et- difficulté. et c'est là où Ouais. le bât blesse, c'est que est-ce qu'il va faire ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'il va respecter quand même la dangerosité de Paddy Pimblett? Est-ce qu'il va suivre un game plan pour la victoire? Ça, c'est moins sûr, tu vois. Ouais. Et puis il y a ce petit facteur X quand même. C'est en Angleterre, mais c'est aux heures américaines. Donc, parce que moi, j'arrondirais bien côté Bobby Green, paradoxalement. C'est lui qui fait le voyage, certes, mais c'est lui qui reste calé à ses horaires. On a fait un Ouais. podcast avec Aldric là-dessus pour me noter quand même la complexité que c'est de combattre. Là, il sera quoi? 5 heures du mat? 5h30 du matin? Dans Ouais, ton mais propre enfin pays? bon, avec la vie de Paddy Pimblett, je pense que si c'est décalé, c'est pas un problème. Il va se coucher à 14h, 15h, c'est pas un souci, tu vois. Ouais. Après, il a des jumelles en plus maintenant. Donc, après, bon, voilà, ça c'est un autre truc à part. Mais Ah, des deux jumelles, filles, je ouais. comprenais pas. Qui est-ce qui me parle de jumelles? Il peut voir loin. Ouais. Écoute, moi, je pense quand même que... ah, j'ai du... Je sais pas. Je pense que c'est un combat où on pourrait voir un Paddy Pimblett qui l'emporte, qui réussit à soumettre et qui fasse ce qu'on pourrait appeler un upset, tu vois, mais qui ne surprendrait pas de la manière dont il le fait.
Et de l'autre côté, je pense que on pourra avoir le combat qu'on imagine où Bobby Green lui fait une leçon de boxe anglaise, tu vois, entre guillemets, Ouais. et puis il l'emporte à la décision, je Ouais, pense. moi c'est là-dessus que je me positionne. C'est victoire de Green à la décision. Ouais. Et est-ce que tu as une préférence? Enfin, même donne-nous d'abord ton prono et puis une petite préférence sur le résultat. Pronostic, je pense quand même voir un peu un 50-50. J'ai l'impression vraiment qu'on va arriver dans un combat où on peut voir un scénario comme dans l'autre. Sûrement que sur le prono, je mettrais bien. Oh là là. Je verrais bien quand même une soumission de Paddy Pimblett, donc je vais peut-être me positionner là-dessus, histoire de pas. Voilà, quoi, mais voilà. Tiens, question, elle a rien à voir. C'est quoi ta soumission préférée à toi? La soumission préférée? Ta soumission préférée, ouais. Étranglement arrière. Ouais. Moi, c'est la clé de genou. Parce qu'en anglais, ça se dit knee bar. Ok, passons. Next. Donc, ma préférence. Ma préférence, Bobby Green. Je préférais quand même avoir King Green. Pour quelle raison? Parce que c'est un gars que je trouve méritant et s'il l'emporte, je pense qu'il aura, voilà, il se sera bien préparé. Mhm. Et ouais, je préférais voir King Green. Je pense que, ouais, Paddy Pimblett, il saura rebondir, tu vois. Il a suffisamment de hype et de trucs pour avoir des combats beaucoup plus faciles pour rebondir. Euh, King Green, je pense que s'il perd, eh bien, on va lui donner encore des combats compliqués. Et, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment le gars qui est là, enfin voilà. On va dire que sur son. Personnellement, sur la personne, il a galéré dans sa vie, ça a été compliqué, et on continue à donner des combats pièges, des combats pour la thune et tout le bazar. Donc s'il l'emporte, je serais vraiment content pour lui. Ça lui donnera un peu plus de lumière encore. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est une bonne personne, hein, je ne dis pas de retour, mais en tout cas, ça serait. Voilà, ça serait une bonne revanche sur la vie. Donc voilà. Donc je préfère encore King Green. Ouais, moi, sur la préférence, les deux m'intéressent. King Green, parce que je sais pas, s'il gagne, je pense qu'il pourrait prendre Hooker après. Et je sais pas pourquoi King Green contre Dan Hooker, ça m'intéresse Ouais. sur papier. Ce sera un combat fun. Pimblett, ça nous permet d'avoir un nouveau nom dans le top 15. Et pourquoi pas prendre Ziam s'il passe Frevola. Ça Ouais, ferait c'est un sens combat qui d'un peut point de être vue sympa, ranking. ouais. Ouais. Mm, Donc, mm. donc voilà, en cas de victoire de l'un comme de l'autre, selon ce qui se passe après, ça peut vachement m'intéresser et me plaire. Ok les amis, on a dépassé les 40 000. Merci aux 40 000 abonnés du coup. C'est pas fini, hein. On a notre objectif de 50 000 avant la fin d'année. Donc pour ceux qui sont pas abonnés et qui nous ont observés jusque maintenant, il est temps de s'abonner. À très vite. Brian, merci pour la prépa. Ciao, ciao. Ouais, ciao.